Bonsoir la VOD. Alors, on avance sur notre débugage du fichier Docker Compose de GoHarbor. Et donc, il s'agit de faire tourner tous les conteneurs déjà, et ensuite voir s'ils causent ensemble. Et après, espérons-le, on aura une interface web, et on verra à quoi ça ressemble. Voilà, c'est le programme de ce soir. Vous avez vu ce que je viens de découvrir? Je vais vous montrer. Les sabots sont pesants. Il y a des gens qui ont fait un émulateur de Flash. Ils voulaient vraiment pas que Flash ça s'arrête. Ils ont fait un émulateur de Flash en Rust. Eh bien. C'est beau. Ah, une petite démo. Allons, voyons voir. Wow, un jeu Flash avec un émulateur Flash en Rust. Mesdames et messieurs, 2021. Oui, bah, c'est bien mignon, mais c'est pas un jeu, c'est un... Ah, c'est une cinématique. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bon. Voilà. C'était l'émulateur Flash codé en Rust. Vous avez vu ça pour la première fois sur le stream de Limaoui. Allez. On construit Portal. Clippez le moment qui vient de se passer, hein, si vous voulez. Hein. Flash là. Clippez, clippez. Tenez, je vous mets dans le chat le lien, si jamais vous voulez vous amuser, de l'émulateur Flash en Rust.
Bon, on est au handler, donc on arrive à la fin. Phase de nettoyage. Commit du conteneur. Et on pourra repartir. C'est reparti. On va voir ce que ça donne. Alors, dans le journal de bord, là, qu'est-ce qu'on a de plus? Pour l'instant, rien, hein, on va attendre. Donc, les journaux de bord, ils sont disponibles sur la publication Limawi sur Medium. Et c'est en fait des jets d'idées, de résumés pendant le stream. Et sur les anciens, dès que les replays sortent, peu de temps après, je les rajoute sur le post en lui-même. Et donc ça vous permet d'avoir un peu un chapitrage avec quelques idées notées sur les streams qui ont eu lieu. Oh, Diffie-Hellman a été plutôt court là. Alors. Init, il est toujours... Ah, je ne l'ai pas reconstruit, Init. Je ne l'ai pas reconstruit. Bon, par contre, vous voyez que Portal, il gueule plus. Ça, c'est déjà ça. Mais par contre, Init étant pas reconstruit, eh bien, il va falloir... Oh, j'ai effacé du coup tous les files. Ok. Donc, recompilation, construction du conteneur Init. Aïe, 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 aïe. Bon, vous savez ce que je vais faire? On va tout refaire. Allez. On écrase l'environnement et on reconstruit tous les conteneurs et on relance Docker Compose. Donc un doute m'assaille quand même sur la façon dont Portal se connecte au back-end. En effet, il n'apparaît nulle part côté Portal de paramètres qui permettent de déterminer
l'URI du back-end. Des back-end. Hop, phase de compilation. Et c'est vrai, il y a Portal. J'ai pas trouvé de fichier de configuration qui permettent de dire core, job service et tout ça, ils sont à telle adresse. Donc je sais pas comment ils s'y connectent. Du coup, on va tâtonner. Alors c'est écrit comme ça. Il n'apparaît nulle part. Non. On va faire le fichier Docker Compose au mieux. Le faire tourner. Et voir à quoi ressemble l'interface web. Portal, quoi. L'interface web. Entre parenthèses, portal, quoi. Tenez, je vais déjà démarrer une page en local.copint.test en HTTPS. Et donc, ce sera là qu'arrivera normalement notre interface web. Donc, on va voir ça. Pour la faire sortir sur mon ordi depuis le Docker Compose, il faut lui affecter un port. Il est là, 443, c'est bon. Et en interne, « 443 », donc ça devrait passer. Voilà. Allez, on va construire les conteneurs maintenant. Portal. Core. Job service. Registry.ctl. Et init.
J'ai eu un problème dans le retour Twitch. J'ai cru qu'il y avait une coupure. Non, c'est bon. Ça passe. Ah, Job Service, il a eu quand même un souci d'accès à Docker. Donc on le relance. Ok. Bon. Core, c'est bon. Registry, c'est bon. Init, c'est bon. Et Job Service, comme il avait mal démarré. Attends un peu. Et c'est parti. Test Cucumber. On attend patiemment. Hein. Effectivement, peut-être par exemple, si je démarre un deuxième stream sur Discord, après il faut voir si la bande passante elle ira ou pas. Un deuxième stream sur Discord où je maintiens, je fais juste de la maintenance hein, sur le deuxième stream,
en parallèle, dans ces trous-là. Pourquoi pas. Le deuxième stream, ça serait en gros regarder des PR de notre code base, voir s'ils sont corrects ou pas, et puis merger, pas merger, voilà. Je me pose la question. Pendant ces moments où il se passe rien là. Alors, c'est parti. Pour l'instant, pas d'erreur. Oh non, il n'y a rien qui gueule. Ça me semble bon. Le registry, il est correctement parti. Tout le reste attend pour Postgre. Redis aussi est correctement parti. Postgre prend toujours un peu son temps, mais ça c'est normal. Migrating the data to latest schema. Ok. Fail to connect to TCP localhost. Ah ah. Pour la migration, il y en a des choses à mettre en place. Vous voyez, là, ça va pas marcher parce qu'il y a des paramètres à donner au script de migration standalone DB Migrator. Il y a des choses à lui donner. Alors, ce qu'on va faire, c'est simple. On va réouvrir notre background box. Et dedans, on va fouiller les fichiers de config, Docker Compose et tout ça, pour voir ce que peut nous donner standalone DB Migrator. Il est là. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il faut external DB. Ah, il faut peut-être external DB. Arbor migrate. Alors, Arbor migrate external DB. Mais comme ils veulent tout faire passer par leur install.sh, on est obligé de se taper install.sh pour avoir les infos.
Alors, en termes de migrate, qu'est-ce que ça donne? Ah, il n'y en a pas. Ah, ça va être sympa ça. Il n'y a rien concernant migrate? External DB. Bon, je pense déjà qu'on peut paramétrer external DB, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a le SSL mode à activer, et il faut bien un user, une database, un mot de passe. Wow, wow, wow. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le code source et regarder source de standalone DB migrator. Ils sont quelque part. Migration. Parce que on peut, il me semble, paramétrer avec external DB, on peut paramétrer donc le point Postgre qui sera donc utilisé. Mais la base de données, le user, tout ça, aucune idée. Et SSL mode, il faut l'activer. Donc, voilà. Postgre password. Ouais, d'accord. Ah, peut-être remettre tous les paramètres de Postgre au niveau de l'init, ça ferait le truc. On va faire ça, hein. On va mettre tous les paramètres Postgre au niveau de l'init. Du coup, on n'a plus besoin de copain Postgre host. On va utiliser PostgreSQL host pour respecter la nomenclature Goarbor. Et on va enlever celui-là. Et on va voir ce que ça donne. Du coup, il faut reconstruire l'init. Donc on va changer, on va reconstruire les dépendances. Et puis on va reconstruire le conteneur init. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le make? Bon.
Là, pour le coup, l'init, il sert vraiment à ça. Hein. Il sert vraiment à approvisionner les schémas et choses comme ça. Hein. Donc qu'ils aient un standalone DB Migrator, c'est plutôt pas mal. Mais après, il faudrait pouvoir le paramétrer. Ça serait pas mal aussi, ça. Allez. On reconstruit le conteneur init. C'est parti.
On attend patiemment la construction. Alors, je vais quand même écrire que standalone. Standalone. DB. Migrator a besoin de paramètres Postgre pour se connecter à la DB et faire ces migrations. La suite de la phrase, eh bien, ça viendra en fonction de ce qu'on va trouver maintenant. Est-ce que c'est les mêmes paramètres que pour le corps ou est-ce que c'est d'autres paramètres qu'il va falloir que je cherche dans le code source? Bien, on va voir ça tout de suite. En cliquant sur Test Cucumber qui est ici, voilà. C'est parti. Ah, Diffie-Hellman prend un peu plus de temps que tout à l'heure, là. L'entropie serait plus faible dans l'ordi? Bon, ça va. Ça va pas durer trop longtemps. C'est intéressant, hein? On attend. Alors. Donc Redis démarre bien. Postgre, on sait qu'il démarre bien. Le registre de conteneur démarre bien. Et son init aussi. Donc il reste tout ce qui est vraiment noyau GoArbor à voir. Alors. Ah, il y a quand même quelque chose là. GoArbor init. Donc, GoArbor Postgre, GoArbor DB, SSL mode enable. Ah, il ne connaît pas SSL enable, c'est SSL mode. Verify pool.
CA? Je me rappelle plus. Qu'est-ce qui est le plus flexible? Le plus flexible, ça serait CA. Vérification de l'autorité de certification. Est-ce que full est mieux? En termes de coût-avantage entre perte de flexibilité et gain de sécurité. Je regarde sur un ancien projet. En tout cas, je suis content de voir que ça prend les paramètres par défaut. Go Harbor, oui. On fait du Go Harbor. Ce que je cherche, c'est Postgre, qu'est-ce qui est le mieux? Un Verify Full ou un Verify CA? Pour pondérer entre la sécurité et la flexibilité. Parce qu'on veut quand même un truc qui puisse être scalable. Et je pense qu'avec Verify Full, c'est plus dur, beaucoup plus dur que ça soit scalable. Alors qu'avec Verify CA, ça va mieux. Donc, il faut pondérer entre les deux. En tout cas, il faut verify quelque chose. Hein. Il faut du MTLS, ça c'est sûr. Donc, je regarde. Verify Full. Apparemment, Verify Full, en termes de sécurité, c'est le mieux Verify Full. Et apparemment, c'est suffisamment flexible. Donc, allons-y pour Verify Full. Ok. Du coup, on arrête ça. Et là, PostgreSQL SSL mode, on va lui mettre Verify Full. Et on va lui mettre aussi Verify Full ici. Il est où? Là. Donc là, ça vérifie tout. Donc, c'est du MTLS, c'est-à-dire que le conteneur Postgre, donc le service Postgre, va vérifier que le client qui fait les requêtes, il a un bon certificat signé avec une autorité de certification qui reconnaît et avec le bon nom de domaine qui est signé. Et dans l'autre sens, le client, pareil, va vérifier que le service Postgre a un bon certificat avec le bon nom de domaine signé avec une autorité de certification qu'il reconnaît. Donc, ça, c'est cool. Donc, il utilise les mêmes paramètres que Core, dont SSL mode qu'on peut mettre à Verify Full. Et ça, c'est cool. Avec 3 points d'exclamation. Il y en a 5 en fait. C'est cool. Donc on a du MTLS avec notre Postgre. Nickel. Après, j'aimerais voir si on a du MTLS avec les autres, par exemple entre Core et Job Service, entre Core et Registry CTL. Pourquoi la base de données sur Go Harbor? C'est-à-dire, pourquoi il y a une base de données pour Go Harbor? Je comprends pas la question. Pourquoi il y a une base de données sur Go Harbor? Pour pouvoir tenir en base de données les infos utilisateurs, les différents paramètres d'accès aux différents conteneurs, différentes images, etc.
Et puis plus tard, greffer les signatures notary, les scans clairs et tout ça. Si c'est ça ce que tu posais comme question, voilà. C'est un registre de conteneurs, mais c'est plus qu'un registre de conteneurs, GoArbor. GoArbor incorpore un registre de conteneurs, mais la base de données, elle sert à tenir les bases utilisateurs pour accéder aux conteneurs et les tokens qui leur correspondent. Et la base de données, elle sert à tenir tout ce qui est scanner, donc clair et compagnie, les signatures de notary pour pouvoir les vérifier quand on signe un conteneur, des choses comme ça. Elle sert à ça, la base de données. Donc GoArbor, c'est plus qu'un registre de conteneurs, ça fait plus de choses qu'un simple registre de conteneurs. C'est pour ça qu'on le met en place. Hein. Voilà, registre plus plus. Exactement. Alors, certificate signed by unknown authority. Ah, vous savez pourquoi? Parce qu'il faut monter l'autorité dans init. Effectivement. Alors, l'init, il faut lui monter ces fichiers-là, qui sont donc les fichiers clients, donc d'accès client de Postgre. Voilà. Donc, clé certificat et l'autorité de certification. Le chemin est hard-codé, ça c'est Postgre qui oblige à ça, donc c'est dans le home.postgresql. Voilà. Et ça c'est cool. Du coup, il ne faut pas oublier de monter le couple clé certificat TLS plus la chaîne de certification dans les répertoires clients de Postgre. Ouais, sinon, c'est pas reconnu, effectivement. Et ça fait pas des chocs à pic, mais du MTLS. Et ça fait du MTLS. Voilà. Et ça, c'est cool. Du coup, on relance. J'aurais prononcé beaucoup de fois le mot cool hein, dans ce stream. Mais j'aime le MTLS. Ça pourrait être un beau slogan de t-shirt. J'aime le MTLS. Je vais noter ça. J'aime le MTLS. Comme ça, si jamais un jour j'ouvre une boutique Limaoui, il y aura un t-shirt J'aime le MTLS.
Allez, on va voir. Donc là, on attend patiemment que la base Postgre se mette debout. Voilà, alors. As group or world access. Ah. La private key, elle est ouverte trop largement? Faudrait que je regarde ça. On se rapproche. Mais c'est bizarre ça. Je croyais que je l'avais réduite au maximum. C'est peut-être pas le cas. Alors, quels sont les droits sur ma private key? Registry SSL, Guarbor SSL. Bah. Ah, Guarbor Postgre? Non, SSL. Bah, les droits, ils sont à 0,500. C'est pas du tout groupe ou World Open, ça. Mhm. Bon. Quoi c'est indiqué comme étant World Open? Est-ce que le point de montage c'est bien goarbor.ssl? On est d'accord. Et le dossier local, c'est donc celui-là, goarbor.ssl, que je mode à 0,500. Donc à 0,500, il a vraiment... Ah, il faut peut-être un mode récursif. Chmod récursif. File. Il faut le faire récursif. Mais ouais. Du coup, si on le fait récursif, en fait, il faut le faire en deux temps parce que 500 c'est pour les répertoires, les dossiers, et c'est 400 pour les fichiers. Donc, astérisque 400. Parce qu'on n'a pas besoin de l'exécution sur des fichiers. Par contre, sur les dossiers, on en a besoin pour pouvoir le traverser. Voilà. Postgre, on va le mettre aussi à 400 sur ces fichiers. Voilà. On relance.
Bah écoutez la VOD. Ils arrêtent pile maintenant, comme ça vous verrez pas comment ça se déploie dans cette vidéo. Vous serez obligé d'aller voir la vidéo suivante. Tout de suite.